Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors ce matin, j'ai l'honneur, le grand plaisir d'accueillir le docteur Elisabeth Weiderpass. Vous êtes la directrice du ce qu'on appelle le CIRC à Lyon, c'est le Centre international de recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une agence qui est installée à Lyon depuis 2019 et vous en êtes la première femme dirigeante, directrice. Donc c'est double cocorico pour les Lyonnais que nous sommes et les Lyonnes que nous sommes ce matin. Donc je suis vraiment très heureuse qu'on puisse vous accueillir et puis que vous puissiez nous partager votre parcours, votre expérience, puisque vous êtes vous-même spécialiste des questions de médecine, d'épidémiologie, si j'ai bien suivi. Vous avez un doctorat, vous allez nous expliquer votre parcours, vous allez nous parler de ces questions de santé publique et cette question aussi de la santé de la femme qui nous particulièrement nous intéresse à l'équipe des Lyonnes. Mais Elisabeth, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous pensez que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette opportunité. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous. La réponse est oui, je suis une femme fortement engagée. Je suis engagée dans la lutte contre les cancers au niveau mondial, dans la lutte contre les cancers chez les femmes et surtout dans les populations des pays à faible et moyen revenu. Et j'ai dédié vraiment toute ma carrière, assez longue à ce moment, pour cette cause-là. Alors oui, la réponse, c'est un grand oui. Je suis fortement engagée dans mon domaine particulier d'activité scientifique et sociale. Mais concrètement, il se manifeste comment cet engagement? Parce que c'est l'engagement de votre carrière, c'est l'engagement d'une vie, si je comprends un petit peu. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une traduction concrète dans votre vie quotidienne, cet engagement? Absolument. Alors, dans mon cas en particulier, c'est vraiment toute ma carrière, ma carrière de scientifique, des professeurs universitaires, de directrice d'une agence de recherche. Maintenant, cette agence est basée à Lyon. Et petite parenthèse, cette agence est basée à Lyon il y a déjà 60 ans. Ah, pardon! C'est pas seulement 2019. Moi, je suis arrivée sur les territoires lyonnais dès 2019, mais l'agence existe à Lyon. On va fêter en fait notre 60e anniversaire cette année. Mais cet engagement se reflète dans une vision claire, dans une vision positive du futur et comment chacun dans son domaine spécifique peut contribuer pour avancer une cause. Et à ma manière de voir les choses, c'est comme ça que l'engagement se manifeste au quotidien. D'après votre expérience de scientifique, de chercheuse, et puis ensuite cette carrière internationale que vous avez développée, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes aujourd'hui autour de tables où se prennent les décisions au niveau international ou est-ce que c'est encore compliqué? C'est quoi votre regard à vous? Oui. Définitivement, beaucoup plus qu'avant. Les femmes sont de plus en plus visibles au plan national, international, mais pas assez. On est très, 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 très loin de la parité. On a toujours une prédominance masculine, surtout dans les instances où les pouvoirs se concentrent, où les décisions sont prises et où le partage des ressources sont décidés. Alors, on a vraiment un très long parcours devant nous pour vraiment arriver à la parité dans tous les domaines. Il n'y a aucun doute sur ça. Et tous les rapports nationaux et internationaux nous montrent la direction. Mais alors, vous pensez que c'est dû à quoi? Parce qu'il leur manque quoi aux femmes pour réussir? Il y a des tas de scientifiques brillantes. En tous les cas, moi, j'ai discuté avec vos équipes. Il y a des tas d'exemples au sein de votre agence. Donc, il leur manque quoi aux femmes pour être visibles et réussir? Oui, je crois qu'il y a des barrières intrinsiques dans la plupart des systèmes et dans la plupart des instances où les décisions sont prises. C'est vraiment des raisons historiques, parce que si vous regardez les photos d'il y a 50 ans, vous allez voir qui est autour de la table. Normalement, il n'y a presque aucune femme ou une minorité claire. Mais jusqu'à maintenant, si vous regardez dans toutes les instances politiques et administratives, il y a nettement une
une proportion des femmes beaucoup plus faible. Et les plus hauts dans les échelons des décisions, les moins faibles la représentation des femmes. Il y a multiples raisons. Il y a bien sûr toujours un manque d'accès aux ressources éducationnelles, Oui. aux ressources d'entraînement pour devenir une chef d'entreprise, une leader, une personne d'un grand profil public. Il y a toujours des barrières intrinsiques qui doivent être progressivement enlevées, mais plus rapidement. Parce que si on continue à seulement enlever les barrières au même rythme qu'on a fait jusqu'à maintenant, il va nous prendre 200 ans jusqu'à ce qu'on arrive à la parité, et c'est évidemment pas acceptable. Alors, on va parler des travaux que vous conduisez au sein de votre agence, mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière, on va parler de votre parcours. Quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? Vous aviez des rêves de petite fille? Oui, je suis une passionnée des musiques, surtout des musiques classiques, et je rêvais d'être dirigeant d'orchestre. D'accord. Alors, j'ai étudié la musique classique pendant mon enfance et mon adolescence, et ça, c'était mon grand rêve. Mais ça ne s'est pas matérialisé pour un changement de trajectoire. J'ai tourné vers la médecine, bien sûr, mais oui, c'était un rêve de petite fille. Ah oui, c'est passionnée de musique classique. Absolument, oui. Et aussi des orchestres, comme les orchestres s'organisent et comme les travail en coéquipe des différents instruments, des différents musiciens peuvent, la somme de cet effort collectif peuvent aboutir à quelque chose d'absolument magique. Et c'était ça vraiment une passion et un rêve. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous bifurquez sur la médecine? Parce que ça n'a rien à voir. Non. Alors, ce sont des rencontres dans la vie des personnes inspirantes qui croisent les chemins d'un adolescent ou d'une jeune personne qui ont une grosse influence dans les parcours professionnels, comme c'était à mon cas. C'était votre cas. Vous avez rencontré et ça vous avez eu un déclic? Oui, j'ai trouvé des personnes inspirantes qui avaient des fortes personnalités, qui m'ont inspiré à changer un petit peu de domaine d'intérêt. Alors, comment vous avez fait? Vous avez passé le bac ou l'équivalent du bac dans votre pays? Vous êtes, Oui, j'ai passé le bac et après j'ai postulé pour une faculté de médecine. Et le reste, c'est l'histoire. Le reste, vous avez fait votre trajectoire habituelle. Oui, vous avez voulu vous orienter vers l'épidémiologie? Oui. Alors, j'ai eu la très grande chance de travailler d'étudier et de travailler dans une ville qui était assez petite. J'étais au Brésil à ce temps-là. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec des professionnels engagés dans la santé publique. Ça veut dire qu'ils faisaient toute l'organisation du système de santé, ils coordonnaient toutes les vaccinations, tous les programmes d'attention prénatale pour les femmes enceintes, mais aussi pour les bébés nouveau-nés, et tout ce que c'est organisation de services de santé au niveau populationnel. Et c'était une expérience absolument magnifique et qui m'a profondément marquée et inspirée. Et de ces expériences-là, j'ai tourné alors vers l'épidémiologie. Ça veut dire comprendre au niveau populationnel l'impact des différentes actions de santé et comment ça peut expliquer les profils de santé des populations et comment on peut éventuellement intervenir et changer cette profil-là. D'accord. Donc là, vous devenez spécialiste de ça. Enfin, en tout cas, vous spécialisez plutôt dans ça. Et vous faites un doctorat, c'est ça? Vous faites de la recherche? Oui. Alors, après mes études au Brésil, et j'ai fait mes études de médecine, j'ai travaillé au Brésil et j'ai fait aussi mon master en épidémiologie. Et après ça, je suis venue à Lyon d'abord pour compléter mes études au Centre international de recherche sur les cancers où je travaille maintenant. Ah, déjà, à l'époque, ok. Mais pour une période tout court, pour une année. Et après ça, mes superviseurs à Lyon m'ont encouragé de continuer de faire un doctorat. Alors, à ce moment-là, je me suis déplacée en Suède parce qu'en Suède, il y avait un programme de doctorat qui était focusé sur les cancers et la prévention du cancer. Et j'ai fait mon doctorat là-bas. Et après, j'ai continué à travailler en Suède et après dans d'autres pays nordiques aussi, jusqu'à ce que je suis revenue au cirque il y a 25 années, en fait, année 2001. Et j'ai resté en travaillant au cirque, encore une fois, pendant 3 ans et demi comme chercheuse
Et après, je retournais encore une fois au pays nordique. J'ai continué ma carrière de chercheuse et professeure universitaire là-bas. Mais ça veut dire que votre famille, elle vous a encouragé à faire ce parcours? Parce que c'est très particulier, c'est hors norme de faire des études comme ça. Oui, alors ma famille, mes parents sont d'origine extrêmement modeste. C'était des travailleurs d'industrie, mon père, et ma mère, c'était femme au foyer. Et après, elle a développé d'autres activités qui l'intéressaient aussi, mais un profil assez modeste. Alors, et pour eux, l'éducation, c'était quelque chose qu'ils donnaient beaucoup de valeur et qu'ils incentivaient. Ils ont bien sûr me soutenu pendant de longues années et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me donner accès à l'éducation, c'est que je suis profondément reconnaissante. Avec votre regard d'aujourd'hui, vous pensez que ça a été plus compliqué en étant une femme ou c'était pas un sujet d'être une femme? C'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué? Oui, absolument. Que pour un garçon. Alors, les attentes, c'était surtout de se marier, d'avoir des enfants et de construire un foyer. C'était pas du tout de faire une vie autonome, et surtout pas une vie au dehors de son pays. Oui, c'est ça, l'international, aller, venir, vous l'avez dit. Alors, toute la pression sociale, c'était plutôt pour un rôle plus traditionnel à ces moments-là. Et du coup, comment vous avez réagi par rapport à ça? Ça a été pour vous un moteur? Ça a été un déchirement? Comment vous l'avez vécu? Il y a eu, comme pour toutes les femmes, j'approche la soixantaine maintenant, toutes les femmes qui étaient jeunes, à mon âge, je crois qu'elles se sont confrontées avec beaucoup de barrières sociales et les yeux des autres. Et comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les attentes et qu'est-ce que ça veut dire être une femme réussite. Et plutôt la définition d'être réussie, c'est une famille traditionnelle. C'est au moins dans le Brésil à ce moment, là c'était la définition des réussites. C'est pas la réussite professionnelle, c'était pas la priorité pour la plupart des familles à ce moment-là. Mais vous, du coup, vous avez douté ou vous vous êtes dit non, j'ai envie de faire ça, c'est une expérience incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous avez réagi par rapport à ça? J'avais une envie très, très forte de devenir universitaire et chercheuse. Alors, j'ai vraiment beaucoup travaillé et beaucoup investi dans cette ligne-là. C'était pas évident. C'était pas du tout évident au Brésil à ce moment-là. Il n'y avait pas tellement de chances comme on a maintenant. Maintenant, les pays ont progressé d'une manière fantastique. C'est très différent. Mais il y avait beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis et en Europe à ce moment-là, surtout pour progresser. Et vous n'avez jamais douté, vous n'êtes jamais dit, oulala, on me propose d'aller faire tel programme à l'étranger, mais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que finalement je vise trop haut, et peut-être que... Non, c'était plutôt le contraire, c'est moi qui voudrais faire ça. J'ai vraiment cherché activement des opportunités. Et non, c'était plutôt le contraire. Même s'il y avait des barrières, j'essayais de les pousser. Et dans votre parcours professionnel, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont poussé à aller de l'avant ou c'est les deux? Bon, sauf ma famille, bien sûr, mes parents qui m'ont encouragé, m'ont soutenu fortement. Mais quand j'ai commencé ma carrière, il y avait très peu de femmes universitaires. C'était une minorité. Alors, la population des hommes, des professeurs, des chercheurs seniors, c'était des hommes. C'était pas, il y avait c'était assez limité, le nombre de femmes dans des positions de décision. Alors, c'était surtout des hommes à ce moment-là. Maintenant, toujours en France, un petit peu plus, mais même au Brésil, on voit plus de femmes qui ont obtenu des positions de professeurs universitaires ou des directrices de groupes de recherche. Mais c'est toujours une minorité. Et en Europe, ça a augmenté, mais c'est encore une minorité. Alors, vous avez fait toute votre carrière sur cette question de la recherche contre le cancer. Pourquoi vous avez décidé de partir sur ce sujet? Oui, alors les cancers, comme vous le savez, c'est une maladie, une famille de maladies plutôt, très très grave, et qu'on a jusqu'à maintenant un pourcentage assez grand des personnes qui décèdent du cancer une fois que ça se développe. Mais en fait, toute la science nous montre que ça peut être évité, qu'il y a au moins la moitié des cas de cancer
qu'on peut éviter qu'il se développe au premier moment. Ici, une personne malheureusement développe un cancer qu'il a des possibilités de traiter, de diagnostiquer précocement et de traiter. Et ça m'est passionné. Alors, il y avait déjà, il y a des décennies qu'on a compris ça, mais c'est vraiment, c'est incroyable. C'est une opportunité de changer un profil des maladies au niveau populationnel absolument énorme. Alors, racontez-nous comment vous arrivez à devenir, à être nommée directrice de ce Centre international de recherche contre le cancer que vous connaissez bien. C'est une grande histoire d'amour avec ce centre et avec Lyon finalement. Oui, alors quand j'étais jeune, la première fois que je suis venue à Lyon, alors c'était les années 94-95, alors ça fait quand même un petit moment. Et j'étais toute jeune, et je venais d'arriver en Europe et à Lyon, et j'ai vu comment cette organisation où je travaille maintenant était organisée, comment c'était leur conseil scientifique et des administrations. Et ça m'a fascinée. Et j'ai pensé, oui, un jour, ce serait moi qui va être dans cette chaise en prenant les décisions et en conduisant les travaux. Et après, j'ai travaillé dans ce but-là. Dans ce but-là. Oui, ça a pris 30 ans. Mais voilà, oui, forcément, c'est pas voilà. évident. Oui. Mais c'était très inspirant de voir comment un groupe de chercheurs et des pays pouvaient travailler ensemble pour une cause d'une manière systématique et éclairée. Et en mettant surtout les valeurs de la science, de l'objectivité dans les prises de décision pour aboutir à un fin commun. Je crois que c'était quelque chose de très inspirant et qui faisait du sens. Quel est son rôle justement à cette grande agence qui est basée à Lyon? Les Lyonnais ne savent pas forcément, on entend de temps en temps, mais on ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Donc, à quoi ça sert? Quelle est la mission que vous poursuivez aujourd'hui? Alors, les Centres internationaux de recherche sur les cancers, qu'on abrévie en français les CIRC, et en anglais, on abrévie IARC, International Agency for Research on Cancer, on est une agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes les bras de l'Organisation mondiale de la santé pour travailler sur la recherche sur le cancer. C'est la seule agence des Nations Unies vraiment dédiée exclusivement à la recherche. Et là, ce qu'on fait à ces moments, on a 4 piliers fondamentaux de recherche. On étudie tout ce que c'est la description des cancers dans le monde. Qui développe un cancer, où et comment? Et comment ça évolue pendant les temps. Quelles sont les tendances des développements du cancer, mais aussi de la mortalité et de la survie. Alors, tout ça, on appelle, c'est les données pour l'action. Ce sont des données où les gouvernements se basent pour prendre les actions, pour planifier leur système de santé dans tout le monde. Le deuxième pilier d'action, c'est la compréhension des causes du cancer. Pourquoi les gens développent un cancer? Alors, on a beaucoup de sciences des laboratoires dans ce domaine, mais on fait aussi beaucoup d'études sur la nutrition, le métabolisme, la génétique, la épigénétique et tout ce que c'est la mécanistique des développements du cancer au niveau cellulaire, la toxicologie, par exemple, du cancer. Notre troisième pilier d'action, c'est les diagnostics précoces et la prévention. Alors, nous faisons beaucoup d'études sur le terrain sur comment diagnostiquer précocement, parce que les plus précoces, il y a un diagnostic, les plus faciles est les traitements et les moins toxiques. Et comment dépister les cancers précocement. Surtout pour les femmes, les cancers du sein, du col utérin et colorectal aussi. Mais on essaie de trouver d'autres solutions pour d'autres types de cancers qui peuvent être dépistés précocement. Et après, nous avons notre quatrième pilier des activités, c'est la dissémination d'informations et aussi l'entraînement des nouvelles générations de chercheurs sur la prévention du cancer dans tout le monde. Alors, on traîne vraiment une armée de jeunes chercheurs pour venir d'abord chez nous, passer quelques mois ou quelques années pour leur éducation, et après l'idée c'est qu'elles retournent dans leur pays d'origine pour disséminer les connaissances et former leur propre groupe de recherche dans ces domaines-là. Je crois, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais il me semble que vous avez même une banque, comme une espèce d'énorme bibliothèque génétique pour pouvoir justement regarder l'évolution
sur la population, avec des échelles de temps très longues. Voilà. C'est ça, hein, Oui, absolument. Donc, nous avons ce qu'on appelle une biobanque. Ça veut dire c'est une collection des échantillons de tout le monde. Alors, ce sont des échantillons sanguins, des tissus et d'autres matières tumorales ou corporelles qui nous facilitent nos recherches, surtout nos recherches au niveau laboratoire, sous différents types de cancers. C'est une biobanque assez grande. On a plus de 6,5 millions d'échantillons à ce moment-là, mais on a même une capacité d'expansion. Et on va continuer, bien sûr, à travailler à Lyon, là où nous sommes basés maintenant, pour au moins cette biobanque a la capacité d'expandir jusqu'à 10 millions d'échantillons ou même plus. Alors, on a l'espace dans les prochaines années ou décennies pour expandir encore plus. Oui, parce qu'en fait, vous avez un nouveau siège, c'est ça, qui est basé dans le quartier de Gerland, d'où ma confusion au démarrage. Bien sûr, un magnifique nouveau siège dans le quartier de Gerland. Pourquoi c'est important que le cirque soit à Lyon? Parce qu'on dit tout le temps que c'est quand même un peu le berceau de la médecine, en tous les cas en France. Ça fait toujours sens aujourd'hui d'avoir cette agence à Lyon? Alors, il y a 60 ans, c'était une initiative du général de Gaulle d'initier cette initiative qui était mettre les pays ensemble pour développer des activités sur les cancers. Et après, le gouvernement français a généreusement offert de construire un bâtiment et d'héberger les chercheurs. Le cirque a été placé pendant 58 années ou quelque chose comme ça, à Grange-Blanche. Plus 50 années, parce qu'on avait ces grands bâtiments à Grange-Blanche, la tour qui est à côté du métro. Mais après 50 ans, ces bâtiments n'étaient plus adaptés au laboratoire et au groupe de recherche. Il était trop petit. C'est pour ça que les gouvernements français, dans différents niveaux, la ville, la métropole, la région et les gouvernements centraux ont décidé de bâtir ce nouveau bâtiment qui appartient à la métropole, mais qui est basé à Gerland. C'est un bâtiment qui est adapté aux besoins des chercheurs, aux besoins des laboratoires et qui a aussi la capacité d'accueillir beaucoup de chercheurs visitants, beaucoup d'étudiants et pour toutes nos activités. C'est un bâtiment de très haut niveau et extrêmement adapté à nos besoins aujourd'hui. Ah oui, qui est absolument exceptionnel. Justement, vous parlez des étudiants. Dans l'émission, souvent, les Lyonnes qui nous écoutent, elles disent « mais c'est pas forcément des carrières accessibles ». Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de faire une carrière scientifique? On sait combien les filles ne vont plus dans les carrières scientifiques et combien c'est dramatique qu'elles n'y aillent plus. Peut-être que celles qui nous regardent aujourd'hui ou leur maman vont leur dire c'est accessible de faire des carrières encore internationales pour les scientifiques? Absolument. Et surtout les filles, je crois que vous avez raison. Il y a une hésitation des filles de se lancer dans les domaines scientifiques, dans les domaines ingénierie, IT, tout ce que c'est les sciences dites dures, mais bien sûr, il y a aussi un rôle de système éducationnel à les motiver, à les accompagner, parce que les filles sont brillantissimes au niveau des écoles. Leur performance au niveau d'école, c'est très élevé, c'est beaucoup plus élevé que les garçons, surtout dans les premières 15 années des scolarités, mais même au-delà. Il n'y a aucune raison pourquoi les filles ne devaient pas se lancer. Et c'est très évident que les carrières du futur, ce sont les carrières techniques. C'est surtout dans les domaines biologiques, bien sûr, mais aussi dans les domaines des IT et tous les domaines des ingénieries et tout ce que c'est à voir avec les technologies du futur. Alors oui, c'est là où sont les travaux, c'est là où il y a d'emplois et les filles ont toutes les portes ouvertes pour eux pour les faire. Il faut se lancer, tout simplement. Et alors, quel conseil vous leur donneriez? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut être curieux en plus de ses études? Comment il faut faire pour réussir ses études? Parce qu'on se fait tout un monde, hein. On se dit qu'on n'y arrivera pas, on sait, les études de médecine sont particulièrement difficiles, et il y a une réputation qui va avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? S'élancer à fond. Croire en soi, bien sûr, trouver les personnes ou les institutions qui peuvent aider et qui peuvent soutenir, et surtout s'élancer à fond. Je crois qu'il aide beaucoup d'être systématique. Si on choisit d'étudier quelque chose et de travailler dans un domaine, d'avoir une discipline et de
trouver, comprendre comment étudier et pourquoi étudier, et de se motiver soi-même pour aboutir à ces... Oui, c'est beaucoup de travail, il faut une détermination sans faille, bien mais sûr, derrière, il y a des possibilités, il y a des débouchés. Évidemment, je suis sûre et certaine. Et surtout pour les filles, parce que si vous regardez la qualité des prestations scolaires des filles, elles sont extrêmement bien vis-à-vis aux garçons. Il n'y a aucun doute sur ça. Dans tous les pays du monde, c'est exactement les mêmes profils. Et sur un volet plus grand public, est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui, elles délaissent le champ de leur santé? Parce qu'on en parle de plus en plus de ça. Alors bien sûr qu'on ne peut pas systématiser, et puis il nous faudrait 3 heures, je pense, pour en parler. Mais est-ce qu'il y a une préoccupation particulière sur la santé des femmes? J'ai l'impression que depuis le Covid, on essaie un petit peu d'attirer l'attention sur un certain nombre de dérives ou de désintérêts que les femmes ont de leur santé. Oui, alors, les femmes, si vous regardez au niveau mortalité, par exemple, au niveau morbidité, alors les femmes, dans tous les pays du monde, ont une survie beaucoup plus longue que les hommes. Oui. Ça, c'est une vérité au niveau mondial. Pratiquement toutes les régions, toutes les villes, tous les pays, on voit exactement les mêmes phénomènes. Ça se justifie surtout par des parcours de vie et par une moindre exposition à des substances qui causent la maladie, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc., surtout le tabac et l'alcool. Alors, historiquement, les femmes sont moins exposées, elles fument moins et elles boivent moins. Et seulement ces 2 facteurs-là expliquent déjà beaucoup pourquoi les femmes ont plus d'années de vie que les hommes. C'est vraiment, quand vous prenez en compte ces 2 facteurs-là, les différences sont beaucoup moins graves. Mais aussi, historiquement, les femmes ont aussi beaucoup plus de facilité à chercher les soins de santé que les hommes. Ah, okay. Oui, si elles sont malades ou si elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, elles sont plus proactives à chercher les services de santé. Les hommes, normalement, historiquement, pour des raisons culturelles, sont beaucoup plus réticents de chercher des diagnostics et des soins de santé. C'est pour ça qu'en manière générale, les hommes, quand ils ont une maladie, la maladie est normalement diagnostiquée un tout petit peu plus tard vis-à-vis aux femmes. D'accord. Alors, au niveau, malheureusement, on voit que dans certaines régions du monde, comme en Europe où nous sommes, ou en France, les femmes ont copié des mauvaises habitudes des hommes, notamment le tabagisme et la consommation d'alcool. Alors, quelquefois, on voit que les femmes qui ont les mêmes parcours d'exposition à certaines substances, comme ces 2 substances-là, leur longévité, c'est plutôt proche que des hommes. Ah oui. Alors, il faut vraiment faire beaucoup attention à quoi on s'expose au niveau pour éviter les maladies, surtout les maladies chroniques. Bien sûr. Une autre chose qui affecte beaucoup les femmes, bien sûr, c'est la diète, ou la diète inappropriée et le manque d'activité physique. On a aussi beaucoup des femmes qui n'ont pas encore s'élancé au niveau activité physique comme ce serait nécessaire. Et normalement, même au niveau scolaire, les garçons sont plutôt plus encouragés à une performance physique dans les sports et dans les activités quotidiennes que les filles. Alors, je crois que l'école, là, et aussi les familles, bien sûr, ont un rôle très grand à jouer pour motiver les filles à prendre soin de leur corps et surtout aussi de s'élancer sur les sports et l'activité physique. Alors, très important. Et Elisabeth, on aura l'occasion, je pense, de reparler du plan d'action que le cirque a à Lyon, parce que je crois que vous allez beaucoup animer de choses dans l'espace public pendant les mois à venir, sur toute l'année jusqu'en 2026. Donc, on se retrouvera, j'imagine. Mais dernière question de l'émission, Elisabeth, c'est si vous aviez, vous, une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles, plus protégées, je ne sais pas, dans l'espace public? D'accord. Alors, je ne crois pas trop dans les baguettes magiques, je crois plutôt dans un travail systématique et persistant. Mais je crois que d'abord, on doit transformer les institutions pour enlever les barrières systématiques qui empêchent les femmes d'avoir accès à des positions, des prises de décision. Par exemple, je suis pour la parité des genres dans toutes les instances de décision, dans les conseils d'administration,
dans les parlements et dans toutes les autres assemblées où des décisions sont prises qui ont un impact sur la vie des gens et sur la distribution des ressources. Je ne crois pas seulement en incentivant les gens, ça va être trop long. Ça ne suffira Je crois pas. qu'il faut vraiment, pour avancer plus rapidement, il faut des quotas, il faut de la parité, il faut exiger que dans les instances de prise de décision, il doit y avoir une parité des gens. Il y a des femmes compétentes dans tous les domaines, mais il faut que ces femmes, qu'on leur donne des possibilités d'accéder à des positions de prise de décision. Et ça doit être fait au niveau institutionnel, enlever les barrières au niveau institutionnel. Encore une fois, je crois que les familles et les écoles ont des rôles extrêmement importants à jouer. Encore une fois, jouer le jeu de la parité dès le plus jeune âge, n'est pas avoir des différences des vêtements, des jouets, des opportunités à accéder aux sports ou d'autres activités culturelles entre les différents genres. Je crois que ça, c'est absolument fondamental. Et bien sûr, les familles, parce que c'est surtout dans les familles où les différences des genres sont ancrées d'une manière qui favorise plutôt les garçons que les filles, malheureusement. C'est toujours le cas dans une grosse partie de la population. Et ça, on doit travailler ça. Bah écoutez, Elisabeth, merci beaucoup d'être venue partager avec nous votre retour d'expérience ce matin au Café des Lyonnes. Je suis sûre que ça vous aura passionné. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.